C'est c'est parti. Donc, bienvenue à la rencontre de Push and Plug. Pour, celles et ceux qui ne connaissent pas Push and Plug, bon, en gros, on est une communauté d'entrepreneurs de cœur solidaires. On est sur la Belgique, la France, la Suisse, on accompagne pas mal d'entrepreneurs nomades, Portugal, Espagne, Maroc, enfin un peu partout, quoi. Et donc notre job, c'est vraiment aider les solopreneurs à créer des modèles de cœur, pour qu'ils puissent laisser leur trace sur un maximum de monde. Donc on sort du local et donc l'objectif, c'est de faire plein de ponts, au niveau, européen et plus si affinité, bien entendu. Donc voilà, c'est celles ou ceux qui veulent en connaître plus sur Push and Plug, je suis pas loin. Il suffit de me faire un petit coucou et de me dire de qui vous venez, comme ça la personne va recevoir un mois supplémentaire. Sonia, elle adore ça, donc vous dites tout ce que vous venez par de Sonia, elle va recevoir plein de mois, hein, gratuits. Donc voilà, donc ce soir, donc, on va mettre à l'honneur Audrey Simon, donc c'est notre blogueur. Elle est fondatrice de l'école de coaching neuro-identitaire et elle va nous faire découvrir 5 clés pour optimiser nos accompagnements grâce à la neuroscience. Donc, ou aux neurosciences, je ne sais pas comment on dit, à la ou au, ça nous Bon, Audrey nous voilà. comme tu veux. Voilà, voilà et donc vous voyez, moi j'ai fini ma soirée, donc j'ai un job ultra compliqué. Moi j'adore ça, c'est ça les modèles de cœur, c'est faire le moins possible pour avoir le plus possible de choses et donc Audrey, donc je te laisse la parole quoi, go, go. Merci, merci JC. Déjà, merci de me permettre, de m'offrir cet espace ce soir, mais merci à tous d'être là. Je m'attendais pas à autant de monde, donc voilà, ça me met un peu le stress et en même temps, j'adore transmettre, donc c'est toujours avec un grand plaisir. Alors, je vais vous partager mon écran comme ça, hop, on part sur quelque chose, de concret et je vais vous inviter pendant toute la session à pas hésiter à poser vos questions. J'adore interagir, j'adore répondre, donc tout ce qui est, pas clair, tout ce qui, vous interpelle, tout ce qui, résonne ou résonne pas, n'hésitez pas à le partager, dans le chat ou éventuellement intervenir si c'est plus complexe et puis, je prévoirai encore un espace de questions, à la fin pour être sûr que vous ayez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Donc le but, c'est vraiment aujourd'hui de vous partager 5 étapes, comme JC l'a dit, qui sont issues des neurosciences et que je communique, que je transmets dans la certification en coaching neuro-identitaire et qui permettent de libérer définitivement des croyances profondes. Donc je vais vous partager tout ça, tout de suite et avant ça, j'avais envie parce qu'il y en a je connais pas tant que ça parmi vous, quelques-uns que j'ai eu la chance de rencontrer, me présenter un tout petit peu et comment l'école est née déjà, comme ça je vous donne le contexte aussi de qu'est-ce que c'est que ce truc que le coaching neuro-identitaire. Alors déjà, moi, de base, je suis neuropsychologue, d'où ma passion pour les neurosciences et en fait, j'ai pas pratiqué directement, en neuropsychologie. Je me suis plutôt lancée, en entreprise, dans l'accompagnement humain, dans l'aide au changement, que ce soit des changements culturels ou plus larges et j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Donc j'ai vraiment aidé les personnes en essayant de comprendre ce qui venait, créer de la résistance pour leur permettre d'avancer. Et au bout de 10 ans, j'avais un peu de frustration et je me suis dit: «Mais il y a moyen d'aller tellement plus loin» et on discutait justement, avec Estella, en démarrant sur la division entre, le côté, entreprise où il y a toujours d'autres choses qui jouent en dessous au niveau humain plus profond et je pense que c'est vraiment ça et c'était une de mes frustrations de ne pas pouvoir toucher à cette partie-là comme je l'aurais voulu. Et donc j'ai décidé au bout de 10 ans de quitter et alors que j'accompagnais déjà, je coachais déjà, j'étais en consultance aussi, j'ai décidé de me reformer au coaching plus classique, on va dire et pour accompagner les particuliers et là, je me suis retrouvée frustrée parce que je trouvais que le coaching classique, en tout cas, m'apportait pas la profondeur que je voulais et l'impact que je voulais apporter. Et donc, j'ai décidé de lancer au départ des programmes de développement personnel en m'inspirant de ce que je connaissais en neurosciences, d'autres formations que j'avais suivies en systémique, en analyse transactionnelle et surtout en me basant sur mon intuition et ce qu'il me disait sur base de toutes ces connaissances-là, la manière de coacher. Et dans ces premiers programmes, mais il y a eu des personnes qui ont vécu vraiment des gros changements pour eux, alors que c'était pas spécialement ça qui était promis à la base. Ça a été beaucoup plus loin que ce qui était promis où ils se sont libérés de gros traumas. Il y a des personnes qui ont quitté un job qui était devenu toxique, où ils étaient harcelés sur leur lieu de travail. Il y a des personnes qui ont quitté un couple toxique aussi. Donc il y a eu beaucoup de gros changements et j'en suis venue à me demander, mais au fond, qu'est-ce qui réellement, sur base de tout ce que je connais dans les neurosciences, a permis, de créer ces déclics-là? Et
je me suis formée en plus après à des techniques plutôt en état modifié de conscience. Et là aussi, j'ai été rechercher sur base de tout ce que je connaissais en neurosciences, ce qui faisait sens pour moi et ce que j'avais envie d'incorporer dans l'approche. Et j'ai continué à tester cette approche. Et puis à un moment, je me suis dit, mais finalement, puisque ça fonctionne pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas partager ça. Et comme j'adore former, j'adore transmettre, ça fait aussi partie de qui je suis, et bien c'est là que je me suis dit, à ce moment-là, j'étais associée aussi, il y a 3 ans, on va créer une certification en coaching, mais plus particulière. On va travailler différemment que ce qui est généralement enseigné. Et de là est née l'école de coaching neuro-identitaire. Alors, je vais revenir sur c'est quoi le coaching neuro-identitaire, comme ça vous allez comprendre aussi pourquoi je vous donne ces différentes étapes qui vont créer des déclics dans le cerveau. Et comme ça, vous avez déjà en 2-3 minutes une vue un peu plus claire sur qui je suis et d'où ça sort ce truc-là. Alors, donc, qu'est-ce que le coaching neuro-identitaire? Je vais vous faire très rapidement pour qu'on ait le même vocabulaire, qu'on parle des mêmes choses. Puis on rentre dans le vif du sujet, hein, ce que je vous ai promis, les 5 étapes qui viennent de ce type de coaching et qui permettent justement d'amener les différents déclics du cerveau qui vont quelque part enlever la résistance et faire que les choses vont pouvoir se libérer naturellement. Et puis, comme j'ai promis, un espace aussi plus large pour les questions, s'il y en a à la suite. Alors, c'est parti. Donc, le coaching neuro-identitaire. Déjà, pourquoi ces termes que certains ont qualifiés de prétentieux il n'y a pas longtemps sur une de mes pubs? Pourquoi je parle de coaching? Déjà, parce que pour moi, ça reste des personnes qui viennent pour atteindre des objectifs, pour atteindre des rêves, pour changer quelque chose dans leur vie. Il y a vraiment une démarche active. C'est pour ça que je parle de coaching ici, puisque initialement, le coaching, le but, c'est d'atteindre ses objectifs. Neuro, parce que souvent, on a tendance à vouloir forcer, à vouloir y aller en force dans beaucoup de choses. Ici, le but, ça va vraiment être au contraire de créer de la fluidité et d'essayer de s'appuyer sur le fonctionnement naturel du cerveau plutôt que de le forcer dans de la discipline qui ne lui convient pas. Et enfin, identitaire, parce que ça se fait au travers d'une évolution d'identité. Je vais revenir sur ce concept d'identité parce qu'il y a 1000 définitions derrière l'identité, et juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, et ça va vous permettre de comprendre ce que je vais expliquer après. Et tout ça, eh bien, pour un impact positif, non pas sur un domaine, juste sur l'objectif, mais vraiment sur tous les domaines de vie. Parce qu'on va travailler beaucoup plus en profondeur, et donc ça va rejaillir sur l'ensemble. Alors, l'identité. Avant de venir au concept d'identité, je vais prendre 2 autres concepts, vous allez voir pourquoi. Et déjà, on a tous les mêmes besoins de base. Notre cerveau, il a besoin de répondre à ses besoins qui sont d'être aimé, d'être valorisé, d'être entouré, d'être en sécurité. Se sentir en vie, pour notre cerveau, ça passe par tout ça. Et ces besoins, il va tenter par plein de moyens, depuis notre enfance, de les nourrir à tout prix. Et donc, il va développer, pour les nourrir, des mécanismes de protection qui vont l'aider, quelque part, des stratégies même, qui vont l'aider à nourrir ça. Seulement, on sait, on l'a tous vécu, on pourrait parler douleurs qu'on a tous traversées à un moment ou à un autre, voire de manière régulière, que notre cerveau, il n'arrive pas toujours à nourrir ses besoins de base, malgré tout ce qu'on fait. Et donc, il a une deuxième capacité, c'est qu'il va chercher en permanence, pour ses besoins qui ne sont pas nourris, à développer là aussi des stratégies de protection pour se protéger de la douleur qu'on peut ressentir. Et donc, il a vraiment ces 2 aspects-là, essayer de nourrir ses besoins de base, et le deuxième, se protéger de la douleur quand c'est pas nourri. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, il développe ces stratégies de protection, et ces stratégies de protection, elles consistent en quoi? Eh bien, elles vont consister par le fait de révéler davantage certaines parts de nous, ce qu'on peut appeler les parts de lumière. C'est je vais essayer de plaire à l'autre, je vais être quelqu'un de gentil, je vais essayer de bien réussir, je vais essayer de tout le temps être au service de l'autre, ou je vais pas dire, je vais être plutôt dans créer de l'harmonie autour de moi. Tout ça, c'est des choses qu'on va avoir tendance à valoriser chez nous, qui sont, pour ceux qui les ont, qui les expriment, des parts de lumière. Et en même temps, on va étouffer toute une série de parts qu'on a tous en nous, parce qu'on a tout. Il n'y a rien qui nous manque, et il n'y a rien que les autres ont qu'on n'a pas. Mais par contre, on va étouffer celles qui ne semblent pas nous servir. Imaginons que si, quand j'étais petite, je donnais mon opinion et que c'était pas bien vu, que c'était un peu, je me faisais recadrer, je me faisais gronder, je me faisais mettre de côté, mais progressivement,
j'ai appris à ne plus donner mon opinion parce que j'ai l'impression, beh, quelque part, je suis moins valorisée, je suis moins aimée, je suis moins en sécurité parce que je risque d'être punie derrière. On s'intéresse moins à moi quand c'est le cas et donc je vais étouffer ces parts-là. Le problème, c'est que je vais revenir au problème après, pardon. Je vais finir sur l'identité. Notre identité, du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une photo à un instant T, des parts de nous qui sont déjà révélées et des parts qui sont encore étouffées. Ce qui veut dire qu'on sent bien que, bah, notre cerveau, il continue à évoluer toute notre vie et donc notre identité, elle peut évoluer aussi. C'est faire évoluer notre identité, ça va passer par faire remonter certaines parts de nous et souvent, on n'a pas envie de les faire remonter et le problème, c'est là que je reviens sur le problème, c'est quoi? C'est quand on veut atteindre un objectif, quand on veut atteindre quelque chose, nos rêves et cetera et que ça bloque, que ça résiste, eh bien, c'est parce qu'il y a une de ces parts qui est étouffée, qui aurait besoin de s'exprimer, mais qu'on n'autorise pas à s'exprimer. Et donc tout notre cerveau va entrer en résistance, en protection par rapport à cette part-là. Et donc quelque part, aller travailler au niveau de l'identité, ça va toujours être aller chercher ces parts qu'on n'est pas prêt à exprimer parce qu'on a appris, parce qu'on a développé des croyances qu'on a ancrées sur le fait que ça ne nous permettrait pas de répondre à nos besoins de base. Est-ce que déjà jusque-là, c'est clair sur cette notion d'identité? N'hésitez pas si c'est pas clair, si je vais trop vite, s'il y a des questions, hein. Je veux bien répéter sans souci, avec plaisir. OK. Alors, on va rentrer dans les 5 étapes, pour libérer justement les croyances profondes. Je vois un dans le chat, je vais lire les messages. Nickel. OK, super, merci Julie pour le retour. S'il veut bien réagir. Ouais, voilà. Donc ce que je vous présente, ces 5 étapes, en fait, c'est celles que j'enseigne dans la certification. J'ai appelé l'approche RACE. RACE parce qu'en anglais, ça veut dire s'élever et que pour moi, à partir du moment où on commence à réveiller des parts de nous en plus, eh bien, ça nous permet d'élever notre niveau de conscience, ça nous permet d'avancer vers nos rêves. Alors, l'identité est modelée par les conditionnements. Exactement, Patricia. Et c'est vrai que je ne vais pas parler spécifiquement de conditionnement, mais sur les stratégies de protection, c'est exactement ça qui vient se jouer. Et donc, c'est tous en fait, finalement, aller libérer les croyances profondes, c'est du déconditionnement qu'on fait. Tout à fait. Alors, ces différentes lettres, donc on va passer à travers ces lettres qui ont à chaque fois une signification et qui consistent à chaque fois en un déclic spécifique dans le cerveau. Le premier, c'est, real cause, le R, c'est la cause réelle et on va dépasser le symptôme pour identifier la croyance profonde. Je vais vous expliquer de quoi je parle très concrètement, par symptôme. D'abord d'un point de vue neuroscientifique, et par les différents types de croyances et puis d'un point de vue avec un exemple concret. La première chose à comprendre, c'est que dans notre cerveau, en fait, une croyance, c'est quoi? C'est un ensemble de neurones qui se sont associés. C'est comme tout concept, une croyance, c'est comme tout autre concept dans notre cerveau, c'est des neurones qui sont associés, qui ont créé un réseau entre eux. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais une croyance qui se balade de manière isolée. Il y a différentes croyances qui vont se créer, un peu les unes à côté ou au-dessus des autres. Ça va former comme des couches et ça va venir s'associer. Ce qui veut dire que le problème, c'est que si on essaye d'enlever une croyance qui est une croyance légère en surface, que la personne a bien identifiée, eh bien, on sent parfois qu'il y a quand même une résistance. On se dit, mais elle a compris, elle a vu la croyance, elle a compris que ça lui servait plus. Et en même temps, ça résiste. Pourquoi ça résiste? Eh bien, c'est parce qu'il y a d'autres croyances qui sont encore accrochées, entre guillemets, à celle-là et qui viennent la maintenir en place. Et donc, c'est là que ça va être intéressant de comprendre ce qui se joue. Alors, je vais prendre un exemple très, très concret ici. Imaginons quelqu'un qui vient, en coaching, en accompagnement, peu importe que ce soit la thérapie du coaching et qui vient parce que dans son entreprise, elle s'épuise, elle atteint pas les résultats qu'elle veut et pourtant elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle va donner de plus en plus. Alors oui, Manuela, on va parler de la croyance racine. Enfin, tu vas voir qu'il n'y a pas qu'une croyance racine, il y en a plusieurs. Donc je vais revenir là-dessus si jamais ça répond pas tout à fait à ta question, n'hésite pas à me le dire. Je vais revenir là-dessus en effet. Donc elle s'épuise, elle atteint pas les résultats, elle donne encore. Généralement, ça, c'est le symptôme et ce que la plupart des accompagnants vont faire sans trop de soucis, hein, c'est d'identifier, de mettre en conscience certaines croyances que j'appelle encore des croyances de surface. C'est on va remarquer, avec un certain questionnement, par exemple: «Il y a toujours moyen de faire mieux», que cette personne pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Je me dis: «Bah, on va rééquilibrer, on va tenter avec le questionnement de lui montrer que, bah, oui, ça lui sert pas toujours et que dans certains cas, le mieux est l'ennemi du bien. On va pouvoir essayer d'amener tout ça comme prise de conscience, mais malgré tout, comme je disais, ça résiste.
Alors, qu'est-ce qui se joue en dessous? Et je vais commencer par tout en dessous et puis on remontera un petit peu pour bien comprendre la différence. Pour moi, il y a ce que j'appelle des croyances cœur, qui sont nées d'un vécu émotionnel qui a été, fort et généralement répété. Et là, j'ai pris un exemple de ce que j'appelle une croyance cœur. C'est par exemple: «Je suis aimé pour ce que je fais, pas pour ce que je suis». Ce type de croyances, elles sont généralement complètement inconscientes. Elles sont tellement profondes, tellement ancrées qu'elles vont revenir, si on les a ancrées, elles vont revenir toute notre vie. C'est pas sur ce niveau-là de croyance que je travaille. Par contre, mettre de la conscience sur ce niveau de croyance, et ça, je travaille notamment avec l'énéagramme, mais à un niveau plus profond pour ceux qui connaissent, pour les identifier. Mais on va mettre de la conscience, ça va permettre de travailler dessus, mais elle va revenir. On ne va pas la libérer, c'est ce type de croyance-là. Par contre, il y a des croyances intermédiaires que j'appelle les croyances identitaires et qui, celles-là, par contre, et c'est celles-là qui vont induire les schémas bloquants, donc les conditionnements dont Manuela parlait. Et c'est par exemple, je vais partir du bas vers le haut là, c'est si je suis aimée pour ce que je fais, pas pour ce que je suis, mais quelque part, ma capacité à être aimée dépend de l'impact de mes actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute mon estime de moi risque d'être basée sur mes résultats, sur ce que me renvoie l'extérieur là-dessus. Et donc, ça va commencer à créer des schémas bloquants parce que potentiellement, si je remonte à la croyance suivante, c'est bah, je vais plutôt élever, si ce que mes résultats, si l'amour qu'on peut avoir pour moi dépend de mes résultats, mais je vais élever la barre en permanence pour augmenter l'impact que je produis, pour augmenter les résultats. Et là, on commence à sentir le piège dans lequel la personne tombe. Et elle va se développer une autre croyance potentiellement, je suis capable de mieux, je suis capable de plus, et donc on remonte à, il y a toujours moyen de faire mieux et elle va commencer à rentrer dans ce conditionnement qui fait qu'elle va s'épuiser et qu'elle va être dans le perfectionnisme au point de perdre parfois, le sens des priorités ou d'en faire trop, de finir en burn-out et cetera et cetera. Ces croyances identitaires, si on ne va pas travailler dessus, ça va être compliqué éventuellement de faire disparaître ou de libérer la croyance qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on va chercher. Alors pour Manuela qui posait: «Est-ce que c'est la croyance racine?» Alors il y a les croyances, il y en a un nombre infini qui se succèdent et donc pour moi, c'est quelle est la «bonne croyance» entre guillemets, j'aime pas le mot bonne, mais la juste croyance à aller chercher, ça va être celle qui bloque l'action, qui bloque le fait d'avancer vers son objectif, vers ce que la personne est venue chercher. Et donc on va descendre au niveau, là-dedans, ce qui va être important, c'est de descendre jusqu'à cette croyance, identitaire qui va permettre réellement de changer les choses pour la personne et de libérer l'action. Est-ce que c'est clair jusque-là? OK. J'ai pas de signaux d'alarme, je continue. Ou alors je vous ai endormi, mais je vais partir du principe que ça va. Alors, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que notre cerveau, il a stocké des croyances dans l'inconscient pour une raison spécifique. Et donc, il va tenter de les maintenir dans l'inconscient. Il va créer des protections, même sur les au-delà, au-dessus des protections, c'est ce qu'on appelle l'ego. C'est toute cette partie de nous qui se protège en permanence. Alors je lui dis: «Ouais, avec le lien avec les blessures d'enfance et nos masques». Exactement. En fait, les blessures d'enfance vont créer ces croyances profondes et nos masques sont en fait, l'expression finale dans notre comportement, de ces croyances-là. Et donc on peut forcer pour enlever le masque ou bien on peut travailler sur les croyances profondes qui vont faire que le masque va disparaître tout seul. Si on se sent plus en sécurité, si on se sent plus aimé, et qu'on décroche ce conditionnement quelque part, c'est: «Je suis aimé» ou «Je suis en sécurité si ceci ou cela», eh bien le masque au-dessus va se libérer plus facilement. Ouais. Et donc l'ego va maintenir ici, les choses dans l'inconscient. Ce qui veut dire que le ça va être important de comprendre comment notre ego fonctionne et comment, ces croyances sont maintenues là où elles sont, pourquoi elles le sont. Parce que ça va donner des pistes déjà, pour travailler et pour aller les libérer de manière plus facile. Alors la première chose que j'ai envie de vous transmettre ici aussi, c'est, la manière dont sont stockées nos croyances et vous allez voir tout de suite pourquoi. En fait, il y a 2 grandes zones dans notre cerveau qui sont impliquées. Une croyance déjà, c'est toujours quelque chose de plus rationnel, des faits, des pensées, on va dire, c'est pas rationnel, mais des faits, des pensées et une partie plus émotionnelle. Et on a 2 zones du cerveau qui vont stocker les 2 en même temps. Donc dès qu'on vit quelque chose, petit ou plus grand même, il y a l'hippocampe qui va stocker l'événement qui s'est passé,
les pensées ou les liens qui ont été faits, les croyances, qui ont été créées à ce moment-là et le contenu émotionnel, lui, va être stocké par l'amygdale qui réagit beaucoup plus à nos émotions. Le problème, c'est que notre cerveau, il veut quoi? Il veut nous protéger, je l'ai dit tout au début, de la douleur que, ça pourrait engendrer. Si on l'a stocké là, c'est quelque part qu'il y a eu un contenu qu'on a perçu comme négatif. Il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse, de la honte, de la culpabilité et donc il va vouloir nous éviter de revivre ça à tout prix et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va, créer un mécanisme de protection pour nous éviter de le revivre et ce mécanisme de protection, il va créer une peur. Il va créer une peur qu'il va associer aussi via l'amygdale à ce souvenir-là. Parce qu'à chaque fois qu'on a peur, qu'est-ce qui se passe? On résiste, on n'y va pas et on ne prend pas le risque de le revivre. Parce qu'il n'a pas compris encore qu'on était capable de le revivre. Et donc, ce qu'on va aller chercher quand on descend de couche en couche de croyances, c'est la peur en fait. C'est à chaque niveau de croyance, il y a une peur qui est associée et ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est d'aller lever, trouver cette peur pour lever les mécanismes de protection à chaque niveau qui y sont associés. Ce qui va permettre de descendre assez rapidement et de manière fluide là-dessus. Alors là, à quel point ces croyances sont profondes? Je vous ai montré qu'il y avait différentes couches, hein, dans le cerveau, c'est attaché, on va dire, c'est pas, en belle c'est la superposition, elle est pas belle comme ça, mais par contre, il y a quand même des croyances qui vont être beaucoup plus ancrées, beaucoup plus profondément dans l'inconscient et ça va dépendre de quoi? Eh bien, ça va dépendre de l'amplitude du vécu. Soit vous avez vécu quelque chose de très intense, la douleur émotionnelle est extrêmement intense et il suffit parfois d'un vécu émotionnel intense pour que cette croyance se crée. Ou bien, c'est le vécu, il est peut-être pas si intense que ça, mais ça a été répété. Ça peut être des choses parfois aussi simples que, mes parents étaient très occupés et donc quelque part, j'avais pas beaucoup d'attention, sauf quand je ramenais des bons points, de l'école. Et c'est pas très dramatique, au contraire, j'étais encouragée quand j'avais des beaux points, mais quelque part, cette répétition aura ancré le fait de, bah, si j'ai pas, ces résultats-là, pour revenir à l'exemple que j'avais donné, si j'ai pas tout le temps des résultats, si je fais pas tout le temps mieux, j'ai pas l'attention, j'ai pas l'amour parce que mes parents sont très occupés. Et donc l'enfant va le percevoir vraiment comme un mini trauma et donc ça l'intensité est peut-être pas très forte, mais la répétition fait que ça va devenir très ancré. Évidemment, quand l'intensité est forte et que c'est répété souvent, vous imaginez la profondeur de l'ancrage, la peur va être énorme par rapport au fait de retourner explorer ça et la croyance va être super profondément ancrée dans l'inconscient, donc ça va être plus compliqué. Le cerveau va être plus en protection pour aller le chercher et je reviendrai là-dessus justement, sur cette notion de profondeur. Alors, qu'est-ce que ça implique dans l'accompagnement? Déjà, la première chose, c'est que quand on commence à fouiller en profondeur, il y a plein de croyances qui peuvent remonter. Mais elles sont pas. Alors, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans ce méli-mélo de croyances? Mais déjà, ça va être de garder le fil. Parce que la croyance, toutes les croyances n'ont pas besoin d'être changées là, maintenant. Peut-être qu'elles n'auront jamais besoin d'être changées. Ce qu'on va aller chercher, c'est la croyance vraiment qui bloque le mouvement, qui bloque l'action, qui bloque l'avancée de la personne à ce moment T. Et ça, c'est important parce qu'il peut y avoir des multitudes de croyances qui ressortent, pendant un coaching. Donc ça va être important de tenir ce fil et c'est d'autant plus difficile parfois que les personnes viennent avec un symptôme, qui est, du perfectionnisme et puis qui se retrouvent finalement quand on descend avec des croyances qui ont été créées quand ils étaient petits dans un tout autre contexte avec, vis-à-vis de leurs parents ou à l'école et cetera et donc on se dit: «Mais quel est le lien?» et c'est là que c'est important de garder ce fil pour être sûr que ce qu'on va travailler en profondeur va débloquer ce pourquoi il est venu. L'autre point d'implication de tout ça dans l'accompagnement, c'est que si la personne qu'on accompagne a ces mécanismes de protection, on a évidemment les nôtres. Et donc on sait généralement quand on est dans l'accompagnement, hein, il y a toujours un risque d'induction, de projection sur l'autre, de ce que si ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour l'autre, si je pense ça, l'autre pense ça. Mais plus on va descendre en profondeur, plus, il y a un deuxième risque qui va survenir et ce deuxième risque, en fait, c'est que quand on descend, ça vient réveiller des émotions chez la personne et donc ça va entrer en résonance avec ce que nous, notre propre vécu. Et généralement, mais notre cerveau, hein, comme je l'ai dit depuis le début, il essaye de nous protéger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire fuir sans même nous en rendre compte. Et donc, on va commencer à rapprocher de l'endroit des besoins de base à personnes qui n'ont pas été nourris. Ça va alimenter, résonner chez nous nos propres besoins qui n'ont pas été nourris. Et tout d'un coup, on va se retrouver à poser une question qui n'a rien à voir ou une question qui va éloigner de l'endroit ou alors qu'on s'approchait très fortement de ce qui avait besoin d'être transformé. Et notre cerveau fonctionne comme ça. Il va fuir spontanément là-dessus. Et donc,
ce qui est important dans l'accompagnement, et je pense que beaucoup de personnes continuent à se former heureusement et à se développer, à travailler sur eux-mêmes, eh bien c'est ça, c'est ce travail sur soi, parce que plus on va aller travailler et libérer chez nous, quelque part, moins ça va entrer en résonance déjà, et quand ça entrera en résonance, on va être davantage capable de le voir et de le détecter rapidement. Et donc de permettre d'avoir un impact plus grand, de maîtriser un petit peu plus nos propres mécanismes de protection. Ça va jusque-là? OK, je vois des oui, super, je continue. Deuxième phase, la phase de conscientisation où on va déjouer ces mécanismes de protection et on va continuer à faire avancer le cerveau. Parce que vous allez voir qu'il va sortir tous les trucs possibles pour essayer d'éviter évidemment d'aller au bon endroit. Alors déjà, il y a quelque chose à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on garde une croyance qui ne nous sert plus? Parce que souvent les gens disent: «Mais oui, mais j'ai bien compris que ça ne me servait plus». Je vous ai dit, il y a d'autres croyances en dessous. En fait, une croyance, on parle souvent de croyances limitantes et de croyances aidantes. En réalité, une croyance, c'est toujours limitant et aidant, les 2 à la fois. C'est-à-dire que c'est limitant dans le sens où on ne crée nos croyances que pour se protéger, que pour limiter notre monde, que pour donner des limites au monde dans lequel on vit, parce que notre cerveau n'est pas capable d'appréhender l'illimité. Ça lui fait peur, il se sent en insécurité. Et donc, en permanence, il va s'inventer ses limites, ses croyances, pour se sentir rassuré. Et donc, quelque part, une croyance, ça le limite toujours, même si elle l'aide en même temps. Et on va dire: «Oui, mais à un moment, ces croyances, elles deviennent uniquement limitantes, elles ne m'aident plus». Eh bien si. Notre cerveau, il ne garde rien si ça ne lui sert pas. Il est plutôt fainéant de base, hein. JC, toi qui disais vouloir en faire le moins possible, et notre cerveau, il fonctionne comme ça de base. C'est son critère, c'est: «J'en fais le moins possible et je vais essayer de limiter l'énergie que je dépense». Et donc une croyance, c'est toujours aidant, sinon il ne la maintiendrait pas. Et justement, ce qu'on va regarder, c'est quoi cet avantage quelque part? Pourquoi est-ce qu'elle nous aide encore alors qu'on ne le voit plus? Eh bien, il y a toujours un avantage à garder cette croyance, et cet avantage, en réalité, eh bien, c'est d'éviter de revivre la douleur émotionnelle qu'on a vécue au moment où elle s'est créée. Le problème, il est où? C'est que tant que cet avantage pèse plus lourd que l'objectif à atteindre, eh bien, quelque part, notre cerveau va désirer de la garder. Et donc, l'objectif doit devenir plus désirable que l'avantage conscientisé. Ce qui veut dire qu'il y a tout à ce stade-là, il y a tout un rééquilibrage à faire qui va devoir être nécessaire pour que la personne ressente quelque part le poids de ce qui se passe là où elle est, mais aussi et surtout cette capacité qu'elle a à gérer aujourd'hui en tant qu'adulte la douleur émotionnelle qu'elle n'a pas su gérer enfant. Et pourquoi elle n'a pas su la gérer enfant? Et là, je vous redonne à nouveau une explication plutôt neuroscientifique. En fait, quand on a 3 parties, je suppose que la plupart connaissent, mais je vais rapidement dire. Donc on a le cerveau reptilien, qui est plutôt nos instincts de survie, le cerveau limbique qui est un petit peu plus impliqué, dans les émotions, et puis le néocortex, qui est plutôt, ce qui nous permet la planification, la prise de recul, le fonctionnement plus élaboré. Donc vraiment, je vous le donne en très, très bref. Le problème, c'est que quand on est enfant, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, notre néocortex, il est très peu développé. Il n'est pas encore complètement formé. Ce qui veut dire que tout ce qu'on vit vient directement dans le cerveau limbique, vient toucher directement aux émotions. Ce qui explique que les enfants sont beaucoup plus réactifs, qui vont exploser tout d'un coup, on les sent pas venir, on se dit: «Mais enfin, c'est quand même pas si grave», mais chez eux, ils se prennent tout en direct dans le cerveau limbique. Et la croyance, elle vient s'ancrer avec ce fonctionnement-là. Et notre cerveau, comme il a ancré cette croyance à ce moment-là, qu'il l'a mis dans l'inconscient, eh bien, il n'a pas compris qu'il avait grandi et qu'aujourd'hui son néocortex s'était développé et qu'il est capable de prendre le recul et de la gérer. Donc c'est parce que notre cerveau n'a pas compris ça, et on a beau le lui expliquer, il va le revivre à chaque croyance, hein, il n'y a pas moyen de de lui faire ancrer, eh bien, il va systématiquement penser qu'on n'est pas capable de gérer la douleur à l'époque. Et donc il a besoin à ce stade de ressentir d'une façon ou d'une autre qu'on est capable de la gérer aujourd'hui en tant qu'adulte, ce qui va faire que, quelque part, ça va rééquilibrer les choses, rééquilibrer ce que je vous ai montré avant. Alors Jean-Manuel, là, la croyance à la base a été bénéfique pour nous, ou je me trompe? À la base, et encore maintenant, si tu l'as encore aujourd'hui, c'est qu'elle est encore bénéfique. C'est qu'elle t'apporte cet avantage, c'est qu'elle t'évite de revivre la douleur. Elle quelque part, c'est si elle ne te servait plus à éviter la douleur,
tu la lâcherais? Si tu te sentais capable, donc si tu connais ta croyance, la question à se poser, c'est: «Est-ce que je me sens capable aujourd'hui, de vivre cette douleur-là si ça devait se repasser? Est-ce que je suis capable de la gérer? Est-ce que je suis capable de la dépasser?» C'est ça que ton corps a besoin de ressentir pour libérer la croyance. Alors on va voir, à nouveau que c'est pas toujours si facile, et que notre cerveau va à nouveau résister, hein, mais en tout cas, c'est ça. Est-il possible de préciser l'objectif doit être plus désirable que l'avantage conscientisé? Oui, donc en fait, c'est vraiment ça quand je parle de rééquilibrage, il y a différentes techniques de rééquilibrage, hein. Je les enseigne, dans la certification ici, je ne vais pas pouvoir malheureusement les donner, mais c'est vraiment de pouvoir en fait, je pense que juste après, je vais pouvoir te répondre. Oui, voilà, donc ça va aider aussi à être expliqué. En fait, il y a 2 façons de rééquilibrer. Il y a notre cerveau, notre cortex préfrontal qui est celui qui peut prendre le recul et donc dans cette partie-là, ce qu'on va plutôt travailler, c'est, réduire quelque part, la peur perçue. Parce que la peur, c'est quand même un gros ballon et quelque chose qu'on enfle. Généralement, quand on regarde la probabilité que ça se passe réellement et notre capacité à le vivre, on se dit: «Ben, en fait, ça va, ça il y a peu de chances que ça se passe, même si ça se passe, bon, ce sera peut-être pas si dramatique». Là, on travaille avec notre préfrontal. Souvent, c'est une façon de faire, mais ça va pas suffire. Ce qui va être important, c'est d'aller travailler sur la deuxième partie, au niveau de l'amygdale, qui gère nos émotions, qui gère nos peurs et qui les a stockées à la base et qui continue à les gérer. Et là, c'est vraiment dans notre corps, on a besoin de ressentir qu'on est capable de gérer cette douleur émotionnelle. Le ressentir, ça peut passer par différentes manières. Ça peut passer par parfois conscientiser va déjà suffire à se dire: «Mais en fait, je sens que je peux le gérer aujourd'hui». Parfois, ça va pas être suffisant. Pour d'autres, ils vont avoir besoin de passer à l'action, parce que dans l'action, on ressent qu'on est capable en fait de gérer cette peur-là au moment où on le fait. Et puis pour d'autres, ça va pas encore suffire. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vous expliquerai pourquoi ça suffit pas et qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller faire à ce moment-là. Ok, le ressentir me parle. Ouais. Donc souvent, le ressentir, évidemment, c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que tout ce qui est stocké dans l'inconscient, c'est l'émotion hein, qui vient, c'est la charge émotionnelle qui vient maintenir. Ça, je reviendrai dessus. Donc c'est clair que juste prendre le recul va plus rarement suffire. Ça va jusque-là? Ah, je vois encore une question. L'action avec les chevaux donne beaucoup de ressenti et hop. Oui, en effet. En fait, il y a énormément de façons de se connecter au corps. Il y en a qui se connectent au corps par la danse. Il y a des personnes qui libèrent comme ça, qui prennent conscience de certaines choses et puis qui vont libérer dans la danse, qui vont libérer dans. Il y a énormément de choses. Moi, je vais vous partager la manière que j'utilise. Comme ça, mais il y en a, ce sera via l'hypnose. Il y a toute une série de façons d'aller libérer les choses une fois qu'on a bien compris ce qui se jouait. Sentiment d'efficacité personnelle est un protecteur. Oui, sentiment d'efficacité personnelle, ça va aider, ça va passer dans l'action, notre corps va ressentir, qu'il est capable de le gérer et donc on va avancer. Ça demande de tester ou on peut le faire différemment? Alors, il y a un certain c'est une bonne question. Alors je vais expliquer après, si vraiment ça continue à bloquer l'action, ce qu'il y a moyen de faire, mais généralement, le meilleur test, c'est l'action en effet. Souvent, c'est si les personnes ne passent pas à l'action, c'est parce qu'elles ont pas encore ressenti à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles étaient capables de gérer ça et donc ça je reviendrai dessus. Alors là, on en est à un stade où la personne on a trouvé la peur, la croyance profonde, elle l'a conscientisée, elle a bien compris, OK, l'avantage que ça lui apportait. Elle sent que, c'est plus trop ce qu'elle veut et là, notre cerveau, il est magique parce qu'il va remettre un petit couvercle sur les choses et il va recréer une nouvelle protection et donc c'est cette protection-là qu'on va regarder maintenant et je vais parler pour ça, donc dans cette troisième étape, de responsabiliser son client et de l'amener au point de non-retour. Et souvent, quand je parle de responsabilisation à des coachs, à des accompagnants, ils me disent: «Oui, oui, mais moi je mets d'office le cadre, la personne sait qu'elle est responsable de son coaching» et c'est très bien parce que il faut, c'est hyper important, mais responsabiliser quand on a un niveau de profondeur plus important, ça va vouloir dire autre chose. Vous allez voir tout de suite ce que ça implique, et ça va aller plus loin que de mettre le cadre parce que notre cerveau le cadre, il l'a oublié et il va il va reculer dès qu'il peut et il va plus prendre ses responsabilités une fois à un certain niveau. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va créer notre cerveau? Hem, vous souvenez que je vous ai dit, il y a l'avantage d'un côté de la balance, il y a, l'objectif de l'autre, l'avantage est plus lourd. Il a compris, donc ça commence à rééquilibrer et là, tout d'un coup, il va se dire: «Non mais attends un petit peu». Il va créer un fantasme. Il va se dire:
il y a sûrement un événement extérieur qui va pouvoir survenir et qui va faire que je vais pouvoir atteindre mon objectif en gardant mon avantage. Je vais donner des exemples concrets. C'est la personne qui, ça se passe pas du tout bien dans son boulot depuis 10 ans, elle a le même chef, elle en peut plus et elle résiste encore à l'idée de quitter son emploi ou de demander un changement, et cetera. Et là, elle a compris, elle a vu les croyances profondes qui la maintenaient là, elle a tout vu et là, tout d'un coup, c'est: «Ouais, mais mon chef, ça fait quand même 2 semaines, je trouve qu'il est un peu plus sympa, je trouve que franchement, je me dis, j'ai quand même l'impression qu'il va se mettre à changer». Tant qu'il y a ce fantasme-là, que lui va pouvoir changer, que l'événement extérieur va pouvoir changer, ils vont pas bouger. Pareil dans un couple, pareil pour un entrepreneur. Tant qu'il se dit: «Oui, mais si je vais encore suivre cette formation et acquérir ces j'ose pas me rendre visible, mais avec ces outils marketing-là, on va m'expliquer exactement comment écrire mes posts, comment, faire telle chose. Je sais que mes clients vont venir, ça va être facile». On attend toujours, on attend ce petit truc extérieur qui va venir, en fait, bah, nous éviter de s'exposer à nos peurs, de venir se mettre à l'avant-plan parce qu'il y a toute cette croyance quelque part et c'est ce sentiment dans notre corps qu'on va pas pouvoir gérer ce qu'on craint qui arrive si on se rend visible, par exemple. Donc notre cerveau va créer ça. Ça implique quoi pour l'accompagnement? Et c'est là que c'est extrêmement simple à faire, extrêmement complexe à vivre. C'est on va devoir, en tant qu'accompagnant, quelque part, tuer le fantasme. Tuer le fantasme, c'est amener la personne à ressentir que, bah, cet élément extérieur, potentiellement, il n'arrivera jamais. Et là, il y a 2 extrêmes. Il y a les personnes qui disent: «OK, mais dans ce cas, je vais lui montrer, je vais lui dire». Le problème, c'est que si c'est trop violent, que fait notre cerveau? Il remet tous les mécanismes de protection et là, ça rentre en résistance et c'est: «Enfin, il a vu, on avait trouvé, je comprends pas pourquoi il bouge pas». Et là, généralement, les coachs qui sont un peu plus, punchy et rentrent dedans, ça commence à les saouler, quoi. Parce qu'ils disent: «Mais enfin, il bouge pas, quoi», alors que pourtant on a vu le truc et cetera. En face, on a les coachs, on il y en a on est beaucoup, hein, parce qu'il y a ce côté un petit peu sauveur, hein, chez les coachs généralement, de vouloir aider l'autre, de vouloir et on est dans la bienveillance, on veut offrir l'espace et donc on va pas oser suffisamment, tuer ce fantasme et on va lui laisser des portes de sortie. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui, va aller prendre ses portes de sortie, parce que c'est comme ça que notre cerveau est constitué et qui va continuer à entretenir ce fantasme et donc il ne va pas bouger parce qu'il attend. En gros, il attend que quelque chose d'extérieur se passe. Et donc là, ça implique vraiment pour le coach de trouver la posture, de trouver la formulation juste pour ne pas lever les mécanismes de protection, pour pouvoir rester dans la bienveillance, mais être bienveillant et confrontant malgré tout pour la personne. Et je peux vous assurer que j'ai jamais eu le retour de quelqu'un qui s'était senti agressé dans ces cas-là. Il y a moyen de trouver cet équilibre-là, mais c'est vrai que ça se travaille un petit peu. Alors je vois Estella, parfois nos coachés attendent de nous qu'on les coach et qu'on les sauve et on avance à leur place. Oui, exactement. Et le problème, c'est que ça vient nourrir des besoins chez nous de reconnaissance en tant que coach, de dire ouais, si je l'aide, si je le sauve, si, etc. À un niveau parfois plus subtil, parfois très visible chez certains coachs, parfois très subtil chez d'autres, on a tous cette tendance à vouloir lui obtenir des résultats, à l'aider à obtenir des résultats. Généralement, il suffit de se poser la question: «Et s'il n'avançait pas? Comment je me sens?» On sent bien que ça vient gratter un petit peu quand même et que ça vient titiller de oui, enfin, avoir quelqu'un qui passe dans mon accompagnement et qui bouge pas du tout, ça vient titiller. Donc quelque part, on a ce côté sauveur qui vient s'activer et quand on sauve, je suppose que la plupart d'entre vous qui êtes coach ou accompagnant connaissez le triangle dramatique. Triangle, le triangle dramatique de Karpman, je vais y arriver. Quand vous êtes en sauveur, vous créez des victimes et une victime, ça n'avance pas. Alors tu donnes une autorisation avec une protection petit à petit. Je veux bien, Manuela, que tu précises ta question parce que je suis pas sûre de comprendre ce que tu entends par autorisation et protection petit à petit. Donc si tu peux la préciser comme ça, je m'assure que je réponde vraiment à ce que tu te demandes. Ça va sinon jusque-là? OK. Alors, quand on arrive là, dans la plupart des cas, si le job a été fait jusque-là, la personne, ça va, je dis bien dans la plupart des cas, se libérer tout seul. Elle a compris au niveau de sa tête, elle a ressenti des choses, le corps commence à travailler et va libérer des croyances. Dans certains cas, et là je vais préciser, il y a des moments où conscientiser l'avantage, la personne va se dire: «Mais en fait, cet avantage-là, il est trop important pour moi, je ne suis pas prête à le lâcher». Le fait de les amener déjà jusque-là,
ça va quand même changer quelque chose. En tant qu'accompagnant, vous avez changé quelque chose chez eux. Pourquoi? Parce que quelque part, on est passé de je subis ce que je vis, qui active l'amygdale, qui active le stress, toute la réaction en chaîne du stress, à je décide que cet avantage, je le garde pour l'instant, qui active le cortex préfrontal et qui, du coup, va réduire l'activité de l'amygdale, réduire le stress. Et donc, quelque part, même si la personne décide dans ce cas-là de ne pas bouger, une fois qu'elle a conscientisé l'avantage, elle le fait en conscience. Et ça change tout parce que ça lui apporte une sérénité. Et quelque part, vous avez déjà eu un impact. Elle est déjà avancée sur son chemin à partir du moment où elle vit cette sérénité-là par rapport à ce qui la bloque aujourd'hui. Anne, je vois très juste déjà éclairé. Ouais, exactement. Alors, ici, ce que je viens, c'est, donc je vous dis, cette étape-là, quasi, elle se fait toute seule. Sauf dans certains cas, il est nécessaire d'aller plus loin, ça va bloquer ces personnes qui, malgré le fait d'avoir conscientisé, elles veulent vraiment avancer, elles veulent plus de cette croyance, elles sentent qu'il y a quelque chose, mais ça résiste encore. Il peut y avoir 2 raisons principales. La première, c'est que vraiment la charge émotionnelle qui est liée à la croyance est trop forte. La charge émotionnelle qui a été créée souvent petit, puisqu'elle est plus intense à ce moment-là, est trop forte et donc quelque part son cerveau se met en mode survie. Il n'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour digérer ça, pour processer ça et pour décider de passer à l'action. Ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est que malgré toutes les précautions qu'on a prises pour descendre, il y a quand même des mécanismes de protection. Notre ego, il est super puissant. Ils vont se mettre et ça veut dire on n'a peut-être pas encore réussi à accéder au bon niveau de croyance, à celui qui allait débloquer le mouvement. Et donc, dans ces 2 cas-là, c'est là que ça va devenir important, quelque part, d'aller désenclencher notre mental suractivé et d'aller travailler à un autre niveau, à un autre niveau de conscience. Et c'est là qu'il va être intéressant de travailler en état de conscience modifié. Alors, état de conscience modifié, pour ceux qui pratiquent pas, des techniques comme l'hypnose et cetera, je vais vous donner rapidement une petite explication. Déjà, pourquoi on a besoin de l'utiliser et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, notre cerveau, il y a 4 types d'ondes, principales. Il y en a une cinquième, gamma, mais qui est pas utile ici que j'aborde. Il y a 4 types d'ondes principales. Il y a vous voyez qu'elles sont de plus en plus lentes quand on part du bas vers le haut. Les ondes bêta, celles tout en bas, sont celles, en fait, quand on est actif, quand on est concentré, quand on est, en train, de réagir à quelque chose, quand on est dans une conversation, c'est celles-là qui s'activent. Les ondes alpha, on les rencontre tous les jours aussi, c'est quand on est un petit peu plus détendu, quand on est dans une relaxation légère, quand on est, juste en mode rêverie. On va rencontrer ces ondes alpha, nos ondes vont ralentir dans notre cerveau et c'est ça qui va ces ondes-là vont donc être plus lentes. En fait, vous voyez que le nom correspond juste à la lenteur des ondes, hein. Les ondes θ sont celles qu'on va rencontrer dans des états, de méditation plus profonds. C'est celles aussi qu'on rencontre simplement dans cet espace quand vous vous endormez le soir. Entre le moment où vous n'êtes pas encore tout à fait endormi, mais vous êtes plus tout à fait conscient. Là, vous êtes dans ces ondes θ. Donc votre cerveau les traverse, tous les jours et les ondes delta, vous vous endormez. C'est pas celles qu'on veut atteindre évidemment avec les personnes, si on veut les aider à travailler. Qu'est-ce qui se passe quand vous vivez un traumatisme? Et comme je disais, un traumatisme, c'est pas spécialement quelque chose de dramatique, hein, parce que j'ai des personnes qui me disent: «Non, mais moi j'ai pas vécu de gros trauma». Ça doit pas être quelque chose, de dramatique et répréhensible par la loi. Ça peut être simplement quelque chose où, je suis j'ai 4 ans, je suis dans un magasin, tout d'un coup je me retourne, je vois plus mes parents derrière. J'ai ce sentiment profond en une fois d'être abandonnée, d'être perdue. Ça peut créer un traumatisme profond même si ça dure 3 secondes. Donc ça peut être des choses aussi banales quelque part que ça. Le problème, c'est quand notre cerveau rencontre ça, il va basculer instantanément dans les ondes. Il va basculer en ondes θ pour aller stocker ce souvenir et le mettre dans l'inconscient parce qu'il estime qu'on n'est pas capable de le gérer. Et donc, c'est un peu comme ces stations radio où on passe de FM à AM, c'est-à-dire qu'on vit les choses, il le stocke directement sous une autre fréquence et quand on revient, eh bien, ça va être plus compliqué d'y accéder. C'est aussi une façon pour lui de mettre ses protections. Ce qui veut dire que quand c'est aussi profond et que la charge émotionnelle est forte, eh bien, ça va être intéressant de replonger le cerveau dans ce type d'onde pour aller dans le même type d'onde que là où ça a été créé, pour aller le rechercher et le ramener davantage en conscience. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler en état modifié de conscience. Alors, souvent, la question qu'on me pose quand je parle d'état modifié de conscience, c'est est-ce que c'est de l'hypnose? Alors, ça peut être de l'hypnose. Moi, dans mon cas, j'ai envie de dire oui et non. Il y a des similitudes, évidemment. On est dans des états modifiés de conscience. Mais donc, plutôt que de décrire ce que c'est pas, je vais vous décrire en tout cas les principes
que j'utilise dans un état modifié de conscience et qui sont basés sur ma compréhension, de ce qui se joue au niveau du cerveau. Déjà, le focus, il est tout le temps sur l'état présent. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que quand on était petit, on n'avait pas cette capacité de prendre le recul et de gérer. Ce qui veut dire que si en état modifié de conscience, on fait régresser la personne quand elle était petite, eh bien son cerveau régresse également. On va régresser dans son état de conscience. Elle va pas être plus capable de le gérer aujourd'hui que ce qu'elle était à l'époque. Donc ça va être important de garder le focus sur l'état présent. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aborder des sujets qui sont dans le passé, puisqu'évidemment c'est là que ça s'est créé, on va aller le chercher, mais le focus, il va être pas sur qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là et comment tu te sentais à ce moment-là, mais vraiment, pourquoi aujourd'hui je maintiens cette charge émotionnelle? Il y a toujours, comme je vous l'avais dit, un avantage dans notre cerveau et c'est ça, même en état modifié de conscience, qu'on va aller chercher, c'est cet avantage à le maintenir aujourd'hui. Ça, c'est une première chose, un premier principe, en tout cas dans la manière dont j'ai travaillé, en état modifié de conscience. La deuxième chose, c'est que pour moi, vous avez vu que j'ai beaucoup parlé de responsabilisation et à quel point c'était important que la personne vraiment décide, réactive, à chaque instant reste acteur. Eh bien, en état modifié de conscience aussi. C'est-à-dire que ça va être conversationnel. Donc il n'y a pas d'induction comme, dans la plupart des types d'hypnose, il n'y a pas d'induction, c'est pas on prend pas le contrôle, on ne projette pas des choses, ça va rester des questions. On va rester dans cette posture coach et quelque part, ça va permettre à la personne de décider à chaque instant ce qui est juste pour elle et ça va avoir un impact beaucoup plus grand évidemment quand elle va, ressortir de ces états, revenir dans des états, dans des ondes bêta parce qu'elle aura tout ce souvenir, elle aura toutes ces décisions qui ont été prises dans son corps et donc qui vont avoir un impact complètement différent. Un autre principe, c'est que les croyances profondes, elles vont être libérées en douceur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller revivre la douleur qu'on a vécue quand on était petit. Il n'y a pas besoin de se reconnecter à la douleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans. Donc, il y a parfois des émotions qui ont été refoulées et qui ont besoin de sortir et qui, une fois les mécanismes de protection du cerveau ont été enlevés, quelque part, la colère, la tristesse va pouvoir remonter de manière et se libérer parce qu'elle aurait dû être libérée bien avant. Donc, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que la personne ressent la douleur telle qu'elle l'a ressentie à l'époque où ça s'est créé. Et enfin, le dernier principe, c'est que cette approche, elle permet de libérer les émotions, colère, tristesse, mais si on en reste là, il y a beaucoup d'approches qui permettent de libérer les émotions, il n'y a pas que celle-là. Si on en reste là, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas libéré en dessous la peur profonde et la croyance qui était là, en fait, on va libérer le surplus de colère, tristesse, mais à chaque fois qu'on va vivre quelque chose qui va venir dans notre cerveau créer, activer les connexions neuronales et qui va venir activer cette peur profonde, cette croyance profonde, eh bien, ça va recréer de la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, et cetera. Et donc ça va se recréer en boucle et il va falloir relibérer en boucle. Et donc ici, pour moi, c'est aller plus loin, aller vraiment chercher, cette peur profonde et cette croyance profonde qui va faire qu'on va pouvoir la libérer pour de bon et éviter que ça recrée, ces émotions. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez plus du tout de colère ou de tristesse évidemment, hein, parce qu'il y a d'autres croyances qui vont les créer, mais en tout cas, c'est plus cette croyance-là qui va venir déclencher ça. Ça va être beaucoup plus et généralement, quand les personnes vivent ça et arrivent à libérer, quand elles sont prêtes et qu'elles libèrent ça, on voit, il y a un changement sur le visage, directement, même pendant la séance, on voit qu'il y a quelque chose, qui est parti. Ça va là-dessus jusque-là? OK. Donc ça, c'est vraiment, quand la charge émotionnelle est trop forte ou quand on n'a pas réussi à atteindre la croyance. Ensuite, il y a une dernière étape, le E, que j'appelle l'envol ou l'ancrage parfois. C'est vraiment comment ancrer de manière pérenne. Alors, en coaching classique, souvent, on enseigne de faire un plan d'action, il doit être SMART, et cetera. On va regarder qu'il soit spécifique, mesurable, et cetera. Ici, en fait, ce qui s'est passé, ce qui se joue, même quand on travaille qu'en cognitif quelque part, c'est que comme on va libérer, je vais prendre une analogie d'ailleurs, c'est, celle de la cigarette. Vous savez peut-être que dans les personnes qui fument ou qui ont une addiction, ou peu importe, au sucre aussi, ça marche, hem, il y a cette dépendance physique et donc ils ont besoin de nicotine ou ils ont besoin du sucre et cetera. Mais il y a aussi cette dépendance psychologique de simplement après mon café, j'ai l'habitude de sortir une cigarette et je vais le faire presque sans m'en rendre compte. Et il y a ces 2 types de dépendance. C'est pour ça qu'on met des patchs pour enlever la dépendance, physique, mais il reste cette dépendance psychologique. Ici, quand on est arrivé jusqu'au RAI, éventuellement le S, on a enlevé quelque part la dépendance physique à cette croyance.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a ouvert 2 chemins. Là où il y avait un seul chemin avant, la personne ne pouvait que s'y engouffrer et n'arrivait pas à aller dans l'autre, on a réouvert les 2 chemins. Mais ce qui veut dire que la personne étant responsable, les 2 chemins étant ouverts, elle peut toujours reprendre celui de gauche, même s'il lui convenait pas à la base. Elle peut aussi prendre celui de droite avec la même facilité, mais le problème, c'est qu'au quotidien, notre cerveau, on sait qu'on est pris dans plein de choses et donc il va essayer à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, de minimiser l'effort et s'il a eu l'habitude d'aller à gauche, mais potentiellement, il va repartir à gauche. C'est pas que c'est plus compliqué d'aller à droite, c'est juste qu'il va même pas y réfléchir et il va y aller. Et donc, ce qui va être important dans cette dernière étape, c'est pas de faire des grands plans d'action. C'est juste d'amener la personne à mettre de la conscience sur quelque part les micro-décisions qu'elle va avoir à prendre dans son quotidien. Quand est-ce que ça va revenir encore et encore se présenter? Par exemple, quelqu'un qui n'ose pas mettre ses limites. Quand est-ce qu'elle va rencontrer ça dans son travail? Quand est-ce qu'elle va rencontrer ça dans sa vie, etc. Et simplement qu'elle prenne conscience que ça va se manifester et qu'à ce moment-là, ce sera important de faire un mini stop et de dire, OK, pas à gauche, mais à droite. Et parfois, peut-être qu'elle choisira d'emprunter le chemin de gauche parce que parfois, pouvoir se taire et simplement laisser passer les choses, ça nous amène plus d'avantages et donc les 2 routes sont ouvertes. On n'a rien enlevé, on a ajouté et ça, c'est vraiment important, c'est qu'on n'enlève jamais rien. On vient toujours je parlais de révéler des parts de soi. On vient toujours ajouter et révéler et donc ouvrir un chemin plus grand et ça va permettre aussi à la personne, eh bien, de s'autonomiser et de pouvoir conscientiser à chaque fois ce type de décision et au bout d'un moment, quelque part, ça va être, la voie de droite qui va devenir la plus automatique là-dessus. Mais en tout cas, les 2 restent aussi facilement accessibles, l'une que l'autre. Voilà. Avant de passer à la suite, est-ce que, vous avez des questions déjà par rapport à tout ça? Alors je vous annonce peut-être déjà juste pendant que vous réfléchissez si vous avez des questions, juste la fin. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on a réfléchi avec JC, sur ce que je pourrais vous offrir ici, à la sortie, mais c'était super clair pour moi, super. C'est ce que je vous propose, c'est pour ceux qui ont envie, parce que j'adore échanger avec les personnes, c'est 30 minutes. Vous pouvez prendre un échange personnalisé avec moi. D'ailleurs, je vais le mettre, je vais couper, ça et voir si je peux le coller dans le chat. Non, hop, ça marche pas. Attendez, je vais juste le coller. Vous pouvez prendre un moment d'échange et me poser pendant 30 minutes toutes les questions que vous avez envie sur une des clés. Donc ça, c'est mon petit cadeau, aujourd'hui. Voilà, je vous mets le lien, c'est pour ceux qui souhaiteraient prendre un petit moment. C'est avec plaisir que je réponds à toutes vos questions en profondeur. Ça peut aussi être, une envie de: «Beh, tiens, je vis ça pour l'instant dans un de mes accompagnements, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Est-ce que, tu as une idée peut-être sur ce qui est en train de se jouer au niveau du cerveau là-dessus?» Donc ça va être, voilà, c'est mon petit cadeau pour vous avant de répondre à vos questions. Alors, je vois une première question. Est-ce que toutes les croyances dépendent des drivers? Alors, les drivers, en fait, sont des conditionnements et donc les drivers, donc je suppose que là, c'est allusion au fait plaisir, sois fort, et cetera. Béatrice, ouais, super. Donc, tout ça sont des conditionnements. C'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir faire plaisir parce qu'il y a des croyances plus profondes identitaires en dessous. Et donc comprendre les drivers, mettre de la conscience sur ce qui se joue, c'est bien, mais tant qu'on n'a pas quelque part été comprendre ce qui se joue en dessous, bah, on va quand même toujours sentir que ça tire un peu, hein, quand on va essayer de sortir de ça. Ça va aider évidemment de le comprendre, mais on sent que tout n'est pas libéré et que ça continue à tirer. Oui, donc Julie dit aussi: «Les drivers sont déjà des croyances». Ouais. Pour moi, les drivers, c'est vraiment la croyance et le comportement qui a été conditionné à cette croyance et notre cerveau a appris que quand j'ai telle croyance qui s'active, même inconsciemment, si je fais ça, ça vient, calmer les choses et ça vient nourrir mon besoin, là-dessus où je me sens plus aimée, plus valorisée et cetera. Donc ouais. Merci Béatrice pour la question. Est-ce que pour enlever la croyance, ton processus ressemble à la négociation des parties? Alors je suis pas formée à ça, mais j'ai des personnes qui m'ont déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, et j'ai envie de répondre non. Parce que, il y a pas de négociation, dans le sens où pour moi, il y a besoin de négociation
quand on a identifié les choses, quelque part, la négociation, pour moi, c'est comme du rééquilibrage. C'est-à-dire qu'on a identifié ce qui et puis on va faire dialoguer les différentes parties de soi, pour essayer de rééquilibrer. Ici, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment, quand je travaille en état modifié de conscience, c'est vraiment aller connecter à cette peur profonde. Pourquoi? Parce que mais ça ne veut pas dire vivre la douleur liée à la peur, c'est juste connecter à la peur et là, notre cerveau, il va créer des liens, il va ressentir pourquoi il a associé cette peur, pourquoi il l'a créée et en une fois, en même temps qu'il comprend ce lien, il ressent qu'il peut le gérer. Il ressent profondément qu'aujourd'hui, il peut le gérer et c'est ça qui fait qu'il le libère et c'est ça qui fait que ça a un vrai impact. Donc pour moi, non, il n'y a pas ce besoin, en tout cas, selon moi, de négociation, dans ces techniques-là. Adaptes-tu ta méthode en fonction des profils pour tenir compte des profils neuroatypiques? Alors oui, dans neuroatypique, il y a beaucoup de choses différentes évidemment. Donc, moi la méthode en fait, elle est, les déclics du cerveau, ils fonctionnent chez tout le monde. Après, par exemple, dans les neuroatypiques, on a des personnes sur le spectre autistique, par exemple, ça va être plus compliqué pour eux de se connecter de manière sereine à leurs émotions. Donc il va falloir faire attention quand on les met en état modifié de conscience, soit ça va pas descendre, hein, soit, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc c'est pour ça que, dans ces cas-là, il y a toujours le besoin d'y aller progressivement. Après, dans les neuroatypiques, je sais qu'on met aussi le concept parfois d'hypersensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité, il y a différents types de profils. Là, je vais faire le lien avec l'énéagramme pour ceux qui connaissent, mais il y a des profils dans l'énéagramme, par exemple, certains énéatypes qui, comme mécanisme de protection, vont gonfler les émotions qu'ils ressentent, inconsciemment bien sûr, hein, c'est un mécanisme de protection de notre cerveau, mais vont les gonfler pour ne pas être connectés à la douleur plus profonde. Quand je sens que c'est ça le mécanisme de protection, je vais peut-être pas aller en état modifié de conscience. Parce que généralement, ils adorent et ils vont vivre des émotions, des choses, mais ça va pas les libérer en profondeur. Donc je vais travailler avec eux, contrairement à ce que ça on pourrait se dire, ils connectent facilement leurs émotions, c'est le public idéal. Potentiellement, je vais faire exactement l'inverse. Parce qu'en fait, je vais pas les aider. Ils vont adorer, mais je vais pas les aider au mieux et ils ont davantage besoin d'activer le préfrontal et pas d'aller, faire exploser leurs émotions, ce qu'ils savent parfois très bien faire. Et à nouveau, je le dis bien, c'est inconscient, hein. C'est vraiment notre cerveau qui fonctionne comme ça pour nous protéger parce que ça fonctionne. Hem, pour moi, c'est tout nouveau. Dominique, super, contente de t'avoir amené des éléments nouveaux. Hem, pour un TDI, que fait-on? Hem Ça va dépendre en fait. Ça va vraiment dépendre. Je vais dire dans l'approche que j'utilise, il y a énormément d'intuition aussi. Ce qui veut dire qu'à chaque moment et c'est pour ça que ça va toujours il y a une posture coach et quand même, il y a toujours quelque part des validations, par rapport à la personne pour sentir que c'est OK et donc en fonction des différents profils, quelque part, quelle que soit l'étiquette, je mets pas très vite, les étiquettes, là-dessus. Quelque part l'étiquette, ce qu'il va falloir sentir, c'est est-ce que la personne est prête à y aller et est-ce que c'est sain pour elle? Et ça va être important évidemment de faire confiance à son intuition, mais c'est vrai que de comprendre ce qui se joue derrière, beh, ça permet de prendre cette décision et de savoir comment on va travailler avec la personne également. Est-ce qu'on peut travailler sans passer par ces états modifiés de conscience? Je ne sais pas si je suis prête à essayer celui avec conscience. Oui, donc vraiment, pour moi, dans la plupart des cas, il y a un moyen de libérer les croyances. D'ailleurs, tout au début, quand je vous disais dans le programme de développement personnel que j'ai créé, les personnes qui ont libéré des gros traumas, j'utilisais pas l'état modifié de conscience. Donc elles ont libéré en cognitif. Ce qui veut dire qu'avec, si on sait ce qu'on fait et comment y aller, il y a déjà moyen de libérer énormément comme ça en cognitif et d'aller très loin. Après, si vraiment la personne bloque, on peut toujours la référer, à quelqu'un d'autre qui fait de l'hypnose ou qui a une approche plutôt, corporelle, je vais dire, là-dessus. Mais c'est tout à fait possible et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, avant, je donnais l'approche complète avec dans une seule formation avec, l'état modifié de conscience. Aujourd'hui, je l'ai découpé en 2. Donc il y a une première formation vraiment coach neuro-identitaire où on développe tous les aspects cognitifs parce que ça permet vraiment déjà d'aller très loin et pour ceux qui veulent, l'état modifié de conscience, c'est un approfondissement, c'est une deuxième formation. Donc, parce que en effet, je suis convaincue que dans beaucoup de cas, il y a déjà moyen d'aller loin comme ça. Merci pour toutes ces questions, j'adore quand il y a des questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous titillent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout d'accord avec ce que j'ai partagé, qui vivent pas du tout ça dans leurs accompagnements? C'est aussi OK. Ça m'intéresse toujours de voir comment ça peut résonner, ou pas. Moi, ce que j'ai bien aimé,
c'est le fait que tu dises qu'à un moment donné, on n'enlève pas un chemin, mais on rajoute un chemin. Ouais, Et je trouve que ça, c'est vraiment, c'est super important de ouais, rajouter ce fameux chemin qui peut être accessible en fin de compte et voilà. qui devient une nouveauté et je trouve ça vraiment super puissant, quoi. Ouais et Donc en j'ai effet, parce que nos mécanismes de protection qui nous ont servi jusque-là, ils nous serviront encore. Je vais prendre un D'accord. exemple justement très concret. Moi, j'étais hyper dissociée de mes émotions, par exemple. C'était un de mes mécanismes de protection. C'est je me protégeais comme ça, je vivais je savais ce que je connais je pouvais citer mes émotions et cetera. Là, je suis en colère, je suis triste, je pouvais pleurer, je pouvais m'énerver, mais quelque part, je ressentais pas intérieurement super fort, je ressentais pas dans mon corps, je ressentais pas la colère dans le ventre, je ressentais pas la tristesse, au niveau du cœur. Tout ça, ça vivait la peur, je la sentais pas non plus. Donc tout ça, je ressentais pas. Ça c'est j'ai travaillé dessus, donc aujourd'hui, ça s'est bien réassocié. Mais dans certains cas, où j'ai eu besoin il y a quelques mois de gérer, ma grand-mère qui s'est effondrée au restaurant, je peux vous jurer que dissocier de mes émotions dans ces cas-là, c'était super utile pour gérer la situation et donc en conscience, j'ai senti que ça se dissociait et je me suis dit: «Mais c'est parfait, ce mécanisme de protection, là, il me sert vraiment». Donc là où sur le reste du temps, j'ai l'impression de travailler en permanence pour reconnecter au maximum et j'adore quand me sentir aujourd'hui connectée à mes émotions, dans ce cas précis, mon mécanisme de protection, il était super utile et donc c'est vraiment ça, JC, c'est on ouvre un deuxième chemin. Cette possibilité pour moi, en tout cas, d'être connectée à mes émotions, mais ça ne veut pas dire que je renonce à ce mécanisme de protection qui peut toujours me servir dans certains cas et ça, c'est important. Parce que souvent, il y a cette peur de: «Oui, mais si je m'en débarrasse, est-ce qu'un jour j'en aurai pas besoin?» On s'en débarrasse pas et c'est vrai que ça fait partie, comprendre ça, ça aide aussi à avancer. Travailles-tu sur la neurochimie et les carences ou les excès de certains neurotransmetteurs? Non. Donc, à ce niveau-là, moi, j'avoue que dans les neurosciences, je me suis toujours intéressée aux neurosciences appliquées. Je vais dire, toute cette partie des neurosciences, j'ai déjà beaucoup moins de connaissances là-dessus. Je m'y suis moins intéressée pour être complètement transparente et c'est pas mon domaine. Il y a vraiment, différentes façons d'aborder les neurosciences. Cette partie-là, j'avoue que c'est pas mon domaine et c'est pas là-dessus que je travaille. Après, il y a sans doute un impact évidemment. Tout travail qu'on fait va avoir un impact sur la neurochimie, sur, la manière dont les neurotransmetteurs fonctionnent, mais c'est vrai que je ne pourrais pas expliquer clairement ce qui se passe à ce niveau-là et je pourrais pas dire en fonction de ce que je fais, ce qui est en train de se jouer à ce niveau-là. Donc voilà. Merci Swazik. Je vais bien poser une Vas-y question Anne. en micro parce que c'est le live. D'abord, je vais remercier parce que j'apprécie que dans ton exposé, tu considères que oui, parfois, même sans utiliser toutes ces techniques, Ouais, on peut déjà libérer beaucoup de choses. Et je trouve que ça ouvre le champ. On est tous beaucoup de coachs et d'accompagnants et j'aime beaucoup cet esprit, j'allais dire de non-compétitivité, où en fait ouais, chacun a son œuvre, a sa patte, a sa griffe. Et je te remercie d'avoir plusieurs fois fait ces remarques avec déjà. plaisir. Et puis moi, alors là, c'est pas pour jeter le pavé dans la main, mais je suis complètement concernée. Mais parfois, franchement, dans mes accompagnements, et j'ai aimé, je m'intéressais aux neurosciences de très loin parce que plein de fois, je me dis, mais en fait, le mental, alors c'est qu'un espace du cerveau, mais je me dis qu'en fait, c'est tellement, c'est sans issue pour moi. Donc, le champ de l'inconscient a tellement de choses et que travailler avec cette conscience, avec cet aspect cognitif, moi je travaille beaucoup plus avec le corps, Ouais, Heu, parfois vraiment j'ai envie de poser mon tablier, de me dire: «Mais quand la tête s'y met, c'est comme s'il y avait pas d'issue». ouais. Je suis vraiment dans l'excès et même quand je t'écoutais, je voyais une partie de moi, donc là je pose un partage, qui était mais passionnée par comprendre toute cette mécanique parce que c'est passionnant de voir un peu plus ce que c'est en fait ce qui se Ouais. passe là dans différentes parties de mon cerveau et j'avais toute une partie vraiment instinctive qui me disait: «Mais en fait, il y a pas quelque chose qui est plus je comprends comment je fonctionne et moi je change». Ça peut dans certains cas parce que j'ai des personnes, quelqu'un que j'ai accompagné il y a pas longtemps, qui était passé par je ne sais pas combien de coachs, combien de thérapeutes et en fait à force, il s'était créé des liens et des liens et des liens et c'est la manière dont fonctionne notre cerveau. On va essayer de créer des liens, de créer du sens, de s'expliquer les choses. Il y en avait tellement, c'était devenu un imbroglio de et là-dedans, il y en avait qui étaient certainement qui rentraient en résonance avec le corps, hein, parce que le corps, c'est mieux qui entrait en résonance avec le corps. Mais il y avait aussi toute une partie de surmentalisation et notre cerveau, en fait, il est vraiment à double tranchant. C'est qu'il va
dans certains cas, il va nous aider à prendre du recul et dans d'autres cas, il va nous enfoncer il va nous remettre, des choses dessus et donc c'est pour ça que c'est important aussi pour moi de pouvoir calmer ce mental, en fait. Parce que de pouvoir l'utiliser quand c'est intéressant, de l'activer quand c'est intéressant et c'est pour ça que je trouve que pour moi, en tout cas, moi, j'aime bien comprendre quand l'un s'active et quand l'autre s'active parce qu'il y a des moments où il est tout à fait pertinent et il y en a d'autres, il vaut mieux l'arrêter. Et pour revenir sur ce que tu disais au début, sur le fait de, les différentes pour moi, c'est pour ça que j'enseigne, en fait, j'enseigne aussi des méthodes, mais j'enseigne surtout ce qui m'importe, c'est de comprendre les déclics. Parce qu'une fois qu'on comprend les déclics, toutes les approches sont bonnes, en fait. On peut, et ce que j'adore, c'est que les personnes qui sont sorties de l'école, elles avaient parfois d'autres techniques déjà avant ou elles en ont ajouté après et en fait, c'est très holistique et c'est très large. Donc il y a moyen d'intégrer ces techniques et ça ne fait qu'enrichir les choses et donc ce qui est important pour moi, c'est de savoir si on sait où on va, on Mm. peut aussi se reposer sur tous les outils qu'on a déjà. C'est pas renoncer aux outils qu'on a, c'est plutôt remettre du liant pour savoir comment les utiliser au mieux et donc merci pour ce retour parce que je trouve aussi que c'est hyper important et j'irai même plus loin. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin d'outils dans le sens où pour soi, pour se transformer, en fait, on se transforme toute notre vie, on sait déjà Oui. notre identité, elle a évolué toute notre vie à travers l'action, parce qu'on s'est pris des murs dans la figure, parce qu'on a vécu des choses compliquées. On a déjà on libère des croyances en permanence, en fait. Et donc tout ça, ce ne sont que des outils pour aider quand ça bloque, mais souvent la vie est notre meilleur outil pour, nous mettre la claque en pleine figure qu'on a besoin et nous faire avancer, nous faire libérer les croyances. Donc, je te remercie pour ça parce que c'est en effet une belle précision à apporter, c'est que notre cerveau, il fait le job tout seul, hein. Il y a On peut l'aider et c'est là que dans l'accompagnement, il y a une vraie plus-value, mais dans toute une série de cas, il fait le job tout seul déjà. Il connaît son chemin. Alors je regarde dans les questions. Merci pour ça, merci beaucoup pour vos retours. Comprendre des fois, c'est se donner raison, du coup on bouge plus. Ouais, exactement. Plus on se trouve, des explications, des excuses et c'est vrai que dans le développement personnel, merci Julie pour ce commentaire, je vois parfois des personnes qui ont lu Les 5 blessures de Lise Bourbeau et puis qui ont conclu: «Bah oui, j'ai l'abandon, donc c'est comme ça, c'est moi, hein, c'est qui je suis, j'ai l'abandon, c'est ce que j'ai vécu avant» et on bouge plus. C'est là: «OK, mais qu'est-ce qu'on peut en faire en fait? Comment est-ce qu'on peut aller transformer ça et maintenant qu'on l'a compris, comment on peut bouger?» et donc pour moi, c'est vraiment important en effet la compréhension ne doit pas bloquer l'action. C'est pour ça que j'insistais sur ce côté, on va aller chercher ce qui bloque l'action. C'est notre rôle d'aider la personne à avancer pour peu qu'elle le veuille, mais en tout cas de lui montrer ce qui la bloque aujourd'hui, ce point-là. Audrey, Oui, vas-y Patricia. je te remercie, c'est super intéressant. Et personnellement, j'ai un peu de mal avec ce que j'aurais tendance à appeler la hiérarchie des croyances. Oui. Et donc, la croyance cœur dont tu as parlé, je pense que quelqu'un a évoqué la croyance racine. Est-ce qu'une croyance cœur devient forcément une croyance identitaire? Est-ce que c'est le chemin obligé ou est-ce que certaines croyances cœur subissent un autre sort? Enfin voilà, moi j'ai du mal avec ça. Alors, c'est pas qu'elle devient une croyance identitaire. Alors déjà, enfin, c'est ce que je disais, hein, dans le cerveau, on n'est pas sur un lien hiérarchique. C'est juste, j'ai mis la hiérarchie pour Ouais. expliquer le niveau de profondeur, donc ça, c'est important. C'est pas la croyance, cœur qui va devenir la croyance identitaire. Mais une croyance, plus elle est profonde, plus elle est ancrée, plus elle vient créer d'autres croyances, d'autres conditionnements. Et donc, elle va pas se créer et puis rester dans un coin et ne pas nous impacter. Si elle est à ce niveau de profondeur, c'est-à-dire que tout notre cerveau va réagir en fonction de ça. Si elle est à ce niveau de profondeur, ça veut dire qu'il y a un danger pour nous, il y a un danger de survie, il y a un danger par rapport à nos besoins de base. Et donc, elle va essayer de nous créer du sens, de nous créer des scénarios, de nous créer des croyances qui vont venir la supporter, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Et alors, elle a un impact sur notre identité. C'est comme ça que ça Bien marche. sûr. Oui, Ok, bien sûr. Ouais. Et d'accord. donc, ça crée ces autres croyances qui vont créer nos comportements et qui vont quelque part nous bloquer dans nos objectifs à certains moments. Donc, oui. Mais Ok, plus on met de la conscience dessus, plus ça nous permet de déjouer déjà certains pièges et certains conditionnements qui se mettent de manière naturelle autrement sans même que ça passe dans le conscient. d'accord, merci. Avec plaisir. Maëlie, du coup, quand la tête surrationalise, comment on aide à passer plus par le corps pour quelqu'un qui ressent peu par le corps? Alors, qu'est-ce que je vais te donner comme, comme clé là-dessus? Je pense que déjà la respiration, ça aide. Parce que la respiration, ça va calmer justement cette surmentalisation et ça va venir en fait,
ta surmentalisation, quelque part, c'est vrai qu'il y a ce néocortex qui intervient, mais cette surmentalisation, elle est déclenchée en dessous par l'amygdale. C'est l'amygdale, c'est notre stress qui va venir déclencher tout ça. Et donc, pourquoi la respiration va déjà aider, respirer amplement, parce que ça va venir apaiser l'amygdale et donc ça va éviter de la surgénération de pensées mentales. Hem, Après, quelque chose que j'ai envie de te donner aussi, c'est que c'est pas, et là je te parle de quelqu'un qui le vivait bien, c'est pas parce qu'on ne ressent pas dans le corps que ça ne vit pas dans le corps et ça, c'est super important. Donc des personnes qui sont plus mentales et qui sont un peu déconnectées de leurs émotions, c'est pas pour autant que ça vit moins. C'est pas pour autant que, les choses ne se font pas. C'est pas pour autant que ça ne se libère pas. C'est juste qu'on ressent moins ce qui se passe, mais ça se passe autant que chez les autres. Il y a autant d'émotions que chez les autres, tout comme des personnes qui sont hyper émotionnelles, c'est pas des personnes qui ont plus d'émotions que les autres. Elles ont autant d'émotions que les autres, mais elles les ressentent davantage. Et donc ça, c'est important à comprendre parce qu'il n'y a pas du coup, quelque part, c'est même si tu as l'impression de ne pas accéder à ton corps, ça ne veut pas dire qu'il y a rien qui se passe à ce niveau-là. Donc respirer, ça aide déjà à calmer la surmentalisation et plus on va respirer, plus on va calmer, plus ça va permettre de connecter à l'intuition et donc de faire remonter ce qui a besoin de remonter à ce moment-là et une fois que ça remonte dans la conscience, ça ou se faire accompagner quand vraiment on a tous des angles morts, hein, même en tant que coach, mais ça permet une fois que ça remonte en conscience, mais ça va permettre déjà de faire travailler le corps, d'aller le libérer. Après, autre chose encore du coup que j'ai envie de préciser, c'est que j'ai beaucoup de personnes extrêmement mentales, hem, qui me disent: «Moi, état modifié de conscience, ça fonctionne pas» et ce qui change justement, c'est, la 1re partie. Quand vous voyez cette balance que je vous montrais, l'avantage, l'objectif, quand tout d'un coup, ne pas atteindre son objectif, ça devient tellement lourd, tellement que c'est même plus une option pour nous de changer, je peux vous assurer qu'ils basculent en une demi-seconde, mais en état modifié de conscience et ça va parfois super profondément. Je l'ai vécu moi-même, la toute première fois que j'ai basculé en état modifié de conscience, quand je me disais: «Écoute, je suis pas sûre que ça peut marcher sur moi», mais j'étais à une profondeur, mais parce que vraiment, j'étais sur une problématique, je me disais: «C'est plus possible quoi. Ce truc-là, ça disparaît maintenant». Ça a basculé, mais en quelques secondes et le job s'est fait. Donc il y a aussi ça qui est important dans, la connexion au corps, c'est qu'une fois que il y a vraiment on s'adresse vraiment à quelque chose dont on ne veut plus et que tout est décidé, le corps suit pour faire le job derrière. Bien, merci Audrey, je pense qu'on va Voilà. clôturer Oui, ici, hein. Donc si vous avez d'autres questions, bien entendu, prenez rendez-vous avec Audrey. Tu peux peut-être remettre ton lien Calendly oui, je vais le et, recoller encore et une donc ça fois. vaut Hop, vraiment la peine, hein, cette petite voilà. demi-heure pour approfondir une des clés. Je trouve que c'est vraiment top. Donc comme quoi le cerveau, c'est quand même assez compliqué. Donc vous voyez, moi j'ai mes cheveux qui prennent racine dans mon cerveau. Donc un peu comme toi, Anne, tu rigoles, mais tu es un peu comme moi, hein. Donc tu vois, donc ça puise tout l'humus de notre cerveau, ça pousse et donc c'est assez complexe, donc ça vaut la peine d'aller prendre quelques petits renseignements chez Audrey.